Bonjour les amis, bonsoir, bienvenue dans le grenier de l'écho pour cette nouvelle édition et on va essayer d'apporter des petites modifications, de garder l'esprit du JT du grenier parce que vous avez été très nombreux à dire c'était mieux avant. Et oui, mais vous savez qu'on n'a pas le droit de dire cette phrase-là. On n'a pas le droit de dire c'était mieux avant. Parce que si vous dites c'était mieux avant, eh ben ça veut dire que vous êtes de vilains Gaulois réfractaires, quelles que soient vos origines. Eh bien vous êtes des vilains Gaulois réfractaires qui êtes opposés à tout changement. Et ça, vraiment, c'est pas bien. Vous avez pas le droit d'être réfractaire au changement. Bouh, vous êtes pas beau, méchant. C'est comme ça qu'on fait des gilets jaunes, des gens qui veulent pas changer. Bref, voilà, bon, je plaisante un peu, mais on va essayer, de toute façon, moi je suis plus à l'aise quand je suis debout. Donc on va essayer cette nouvelle version en y intégrant des modifications qui intègrent vos réflexions, évidemment, et les très gentils et très sympas commentaires. Merci à tous que vous avez laissé sur la vidéo de la semaine dernière. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu différemment, et puis même punition, vous me direz ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires en bas. Cette semaine, dans le JT du grenier, on a du pain sur la planche et on va parler du prix du pain, justement. Allez, suivez-moi, on y va, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que cette histoire de choc inflationniste, j'avais commencé à vous en parler il y a plus de 2 mois et c'est en train de se préciser. Et c'est pour ça que cette semaine, je voulais prendre le temps de partager avec vous quelques réflexions. Encore une fois, pas d'idée absolue, pas de vérité intangible, mais des pistes de réflexion, des éléments de réflexion et des points de vigilance pour chacun d'entre nous, parce que mon petit doigt me dit et le bout de mon nez, mon pifomètre me disent que nous allons rentrer dans une période économique assez particulière. On va avoir une très forte inflation sur un certain nombre de prix. Je vais vous montrer quelques exemples, mais on va avoir également de très grosses difficultés sur l'emploi et donc sur le pouvoir d'achat et donc sur les salaires qui, eux, risquent évidemment de ne pas monter. Et là, ça va être extrêmement compliqué. C'est pas ça là, c'est ça. Bon, c'est du direct, hein, donc le direct, vous me pardonnez mes imperfections techniques. Explosion des prix, anticiper le choc inflationniste. Alors, un choc inflationniste, regardez, j'en parlais. Alors là, normalement, je vais même pouvoir vous faire. Oh, on va rigoler un peu. Regardez ici, voilà, regardez. Je souligne, je peux même entourer un truc. Stocker pour 2 raisons, vous préparez à la pandémie et au choc d'inflation qui arrive. Et c'était le 25 février 2020. Et donc, le choc inflationniste, il était prévisible. Alors normalement, si je fais ça et que je reviens là, voilà, je peux vous parler, je suis en entier sur l'écran. Ce choc inflationniste, il était prévisible dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une logique dans la notion de l'inflation. L'inflation, ça arrive pas par hasard. Et donc, si on est attentif, on va être capable de visualiser, de détecter les signes avant-coureurs de cette inflation. Elle est extrêmement logique. Et quelle que soit la situation économique, quelle que soit la période, le moment, on arrive à détecter ces signes. On va voir ensemble, justement, sur la diapo suivante, comment on peut les détecter et pourquoi je vous dis que c'est détectable. Donc là, je me remets en petit, voilà. Comprendre les causes de l'inflation. Alors, l'inflation, c'est quoi ? C'est un choc d'offres. Il y a une pénurie, les prix montent, les masques. Tout le monde veut des masques, il n'y a pas de masques pour tout le monde, les prix des masques montent. Une fois que les usines se sont remises en route et qu'on produit des masques suffisamment pour tout le monde, eh bien le prix des masques redescend. Donc la première cause d'inflation, c'est un choc d'offres. Un deuxième, parce qu'il n'y a plus assez d'offres en fait pour fournir, pour répondre à la demande. L'autre possibilité de l'autre raison de l'inflation, regardez, c'est un choc de demande. Un choc de demande, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'il y a trop de demandes. Tout le monde veut des masques. Mais là, c'est pas tout le monde veut des masques
on arrive à fournir, mais même si on arrive à fournir, les prix montent puisque c'est extrêmement demandé. Donc évidemment, choc d'offre, choc de demande, en général, c'est un petit peu lié. Mais en tout cas, ce sont des marqueurs importants pour détecter des retours d'inflation ou des pics d'inflation ou des moments inflationnistes. Et puis, vous avez le choc de confiance. Le choc de confiance ici, c'est que plus personne ne croit à la valeur de votre monnaie. Et donc, comme plus personne ne croit à la valeur de votre monnaie, il en faut beaucoup plus pour acheter la même chose. Et puis enfin, vous avez un choc de productivité. Et donc, si la productivité baisse, eh bien, évidemment, vous allez avoir des impacts sur les prix, puisqu'il va vous falloir plus de temps pour faire la même chose, pour fabriquer la même chose, ou pour produire le même service, ou pour produire le même bien. Pensez justement à l'exemple des gestes barrières, et nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, ça, vous gardez bien ça en tête, c'est les causes les plus répandues d'inflation. Et globalement, vous allez voir que dans la crise qui nous occupe, et dans l'actualité qui nous occupe, et globalement, on tourne encore une fois sur exactement ces causes d'inflation-là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ça, encore une fois, est extrêmement prévisible, et vous allez voir que ce qu'il se passe avec notamment la chute drastique de la productivité, va commencer à avoir un impact extrêmement fort sur le prix des biens et des services que vous achetez quotidiennement. Alors, quelques exemples pour comprendre ça. Sur la diapo suivante. Sur la diapo suivante, qui n'est pas la suivante là. Là non plus. Voilà, là elle est la suivante. Effondrement de la productivité dans le BTP. C'est un article de BTP Actu que vous voyez ici. Et Jacques Chanu, le président de la Fédération française du bâtiment, il dit quoi? Il dit la baisse de la productivité, elle est entre 15 et 20%. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans le BTP, on a aujourd'hui une baisse de la productivité de 15 à 20%? Tout simplement parce que vous avez des mesures sanitaires. Alors ces mesures sanitaires, évidemment, elles ne s'appliquent pas que dans le BTP, mais arrêtons-nous quelques minutes ou quelques secondes sur les mesures sanitaires dans le secteur du BTP. Vous êtes sur un chantier. Vous êtes sur un chantier, puis les gars, ils conduisent la même machine. Ah, tu t'es lavé les mains, tu t'es pas lavé les mains, t'as infecté la machine, t'as pas infecté la machine, on désinfecte l'engin de chantier entre chaque ouvrier, bon. Et puis donc chaque ouvrier va se servir que d'un seul engin, mais ça veut dire qu'il peut pas se servir de l'autre. Et puis quand on va commencer à être enfermé, à plus être en extérieur, qu'il y aura le clos sur un bâtiment et qu'on va commencer à aménager, je sais pas moi, mettre de l'isolation, commencer à passer les gaines électriques. On va être combien là à passer les gaines électriques? On est 25, on est 30, on est 40, ou on peut être que 2 pour garder une distanciation sociale qui permette de respecter les barrières sanitaires et les gestes barrières et les mesures sanitaires pour éviter la contagion. Donc, quelle est la conséquence de ça? Eh bien, la conséquence de ça, très logiquement, c'est que ça ralentit votre chantier. Vous allez pouvoir mettre moins d'ouvriers en même temps sur votre chantier. Vous allez être obligé de recadencer de manière complètement différente votre opération, votre construction. Les différents corps de métier vont intervenir de manière beaucoup plus espacée, avec beaucoup moins de gens. Et donc, le président de la Fédération française du bâtiment, Jacques Chanu, le dit très clairement, il va y avoir 20% de perte de productivité. Et donc, on va construire 20% plus lentement et 20% plus cher. Alors, c'est pas globalement 20% plus cher. On dit que ça va être entre 10 et 20% d'augmentation des prix. Peut-être qu'en serrant bien, en rognant sur les marges, etc. Les surcoûts seront, en tout cas à minima, au moins autour de 10%. Et 10% supplémentaires sur le coût de la construction, ça va poser un certain nombre de problèmes, et pour les chantiers en cours, et pour les chantiers à venir. Il va y avoir des surcoûts. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que ces surcoûts vont être temporaires ou est-ce que ces surcoûts vont évidemment s'installer dans la durée? Et là, est-ce que je vais avoir un choc d'inflation ponctuel ou est-ce que je vais avoir un choc d'inflation durable? Allez, on va passer à la diapo suivante, on va quitter Bâti Actu, qui est une source très sérieuse, et on va parler de Marie-France.
Voilà, Marie-France, je savais plus que ça existait d'ailleurs. Je croyais que ça n'existait plus précisément. Et donc là, on va parler coiffure, on va parler cheveux. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la hausse des tarifs s'articulera, je vais même pouvoir vous le souligner, la hausse des tarifs s'articulera autour de 3 euros, en gros. Voilà. Hein. Donc, facturé entre 2 et 3 euros de coût en plus. Alors, vous allez me dire, bon, c'est de la coiffure, c'est pas bien grave. Non, c'est pas bien grave. Mais l'inflation, c'est jamais grave. En soi, c'est pas grave l'inflation. C'est juste, est-ce que vous allez pouvoir continuer à acheter tout ça ou pas? Parce que si on achète sa maison 10% plus cher, et puis si on achète sa coiffure également 10% plus cher, parce que globalement 2 à 3 euros, en données corrigées de la variation saisonnière de ce que vous voulez, globalement, c'est au moins 10% d'augmentation sur votre note de coiffure. Donc, si j'ai 10% d'inflation, quand même, ça va. Oui, parce que moi, je sais pas combien vous payez, mais globalement, moi, je suis aux alentours de 14 euros la coupe. Donc, 14 euros la coupe, 3 euros d'augmentation, on est à largement plus de 10%. Mais sur une coupe de dame qui est plus onéreuse qu'une coupe d'homme, je n'ai rien contre les coupes onéreuses des dames, vous vous rendez bien compte que les 3%, les 2 ou 3 euros ne feront pas forcément 10%. Mais globalement, en moyenne, dans l'épaisseur du trait, on est parti pour une augmentation au moins de 10% sur n'importe quelle coupe chez le coiffeur. On va maintenant prendre un autre exemple. C'est très intéressant, moi, tous ces exemples, je trouve. Et donc là, on va aller sur celui-là. Et celui-là, c'est les garagistes. Effondrement de la productivité des garagistes. Et oui, parce que les garagistes, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, ils disent, c'est un article de Capital. Et cet article de Capital, il dit quoi? Il dit, les garagistes comptent bien faire payer, regardez ici, comptent bien faire payer les mesures sanitaires aux clients. Et ça va être quoi? Ça va être, selon Marc Fustier, directeur général d'une filiale de Michelin, bref, cela pourrait être une ligne supplémentaire en pied de facture dont le montant serait probablement aux alentours de 3 euros. Une augmentation du tarif horaire constitue une autre solution possible. Et à mon sens, cette hausse du tarif horaire sera celle qui sera vraisemblablement retenue. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça va être compliqué de forfaitiser les augmentations par un forfait comme ça de 2 ou 3 euros sur toutes les interventions, parce que les interventions dans un garagiste, dans un garage, les interventions de garagistes, excusez-moi, je remets la phrase dans le bon ordre, elles sont très hétérogènes. Quand vous changez un train de pneus, vous êtes sur des petits prix, sur une petite intervention, qui dure pas forcément très longtemps, et vous avez un tarif qui est calibré pour être capable, où le gars, votre ouvrier, il va être capable de prendre livraison d'une voiture, de changer les roues, et ça va lui prendre, il va en faire 4 trains de pneus à l'heure. Le gars, s'il doit respecter les gestes barrières, rentrer dans l'habitacle, changer de masque, désinfecter la voiture, l'amener, la monter, puis la redescendre, la redésinfecter, et qu'il ne fait plus que 2 trains de pneus à l'heure, évidemment que là, la répercussion, c'est pas 1 ou 2 euros ou 3 euros en pied de facture, c'est que ça va être beaucoup plus cher en tarif horaire. Et donc, toutes les chaînes qui vous posent des pneus, les Speedy, les Point S, les Midas, etc., à mon sens, eux, ils risquent de très rapidement devoir revoir tout simplement leur taux horaire. Et donc, pareil, on va se retrouver là aussi avec une augmentation aux alentours de 10 à 15%, peut-être 20, mais peut-être moins en fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette augmentation, elle va être liée à quoi? Elle va être liée à la perte de productivité que vous allez avoir. S'il vous faut 10% de temps en plus mécano pour faire la même chose, vous aurez une perte de productivité de 10%, et cette perte de productivité de 10%, elle, dans l'épaisseur du trait, pour faire un raisonnement grosso modo, elle vous entraînera une augmentation des prix de 10%. Et puis, si vous avez 20% de perte de temps, 20% de perte de productivité, l'augmentation du prix, elle sera plutôt de 20% pour vos réparations automobiles et les changements de vos pneus. Donc là aussi, ça va coûter de l'argent. Alors, diapo suivante.
diapo suivante. On va aller où? On va aller où dans la diapo suivante? Ah oui, ça c'est pas mal. On va aller sur cet article de LCI et non, de France 24. Excusez-moi, je suis fatigué, je raconte n'importe quoi. Et cet article de France 24, les mesures sanitaires vont affecter la productivité des entreprises. Mais là, on parle de l'ensemble des entreprises. Et ce que je voulais vous montrer, évidemment, c'était à travers les quelques exemples que je vous ai pris, en vous parlant de quoi? En vous parlant des coiffeurs, en vous parlant de la maison et du coût de la construction, en vous parlant du garagiste. Ces trois exemples-là, ils sont faits pour quoi? Ils sont faits pour vous illustrer un principe général auquel nous allons tous être confrontés. Quel que soit ce que nous allons acheter, quel que soit le métier que nous faisons, quel que soit le produit que nous fabriquons ou le service auquel nous participons, peu importe ce que chacun de vous peut faire et ce que chacun de vous peut vivre, nous allons tous vivre et faire la même chose. Nous allons avoir une baisse de notre productivité et une augmentation des coûts. Et vous commencez à le voir. Vous imaginez bien que quand on a la queue dans un magasin, quel que soit le type de magasin, votre magasin qui avant gérait 300 clients à l'heure. Alors moi, on se posait pas la question. On rentrait, on commençait pas. Oui, ah non, là vous rentrez pas. 1 mètre d'espacement sur les parkings. On fait la queue à 1 mètre de distance les uns des autres. On a des petits traits à la craie ou à la bombe ou trucs collés, peu importe. On attend dehors. On fait pas rentrer plus de X personnes en même temps dans le magasin. Quand il y en a trop, le magasin on ferme les portes, etc., etc. Donc ce filtrage-là, si vous voulez, il a ralenti le business. Il a ralenti le nombre de gens qui peuvent à un même moment acheter. Et donc, votre magasin qui est calibré, vous savez, en France, on a ce qu'on appelle les ERP, les établissements recevant du public. Et chaque magasin, en réalité, est un ERP. Alors, vous avez différentes catégories. Ça va de la catégorie 5 à la catégorie 1. Et puis, plus vous êtes catégorisé vers le haut, plus vous pouvez rentrer de gens simultanément dans votre magasin. Et donc, quand vous créez un magasin, je parle des grands magasins, je parle pas du tout petit commerce local, mais une grande surface, tous les commerçants que l'on retrouve, les Gémeaux, les Halles, les machins, tout ce qu'on retrouve dans les zones commerciales, tous ces magasins-là, ils sont calibrés pour avoir X clients maximum de l'heure. Et là, on est à X clients moins beaucoup. Et donc, vous avez des frais de structure qui sont calibrés pour avoir 500 clients de l'heure et pas pour être limité à 100 clients de l'heure. Et donc là, ça change tout. Ça change le nombre de personnel, mais ça change aussi la capacité à rentabiliser la taille de votre surface. C'est-à-dire, quand vous avez 3000 mètres carrés de godasses exposés et que vous pouvez faire rentrer que un pimpin toutes les 5 minutes dans vos 3000 mètres carrés de godasses, eh ben, faut en vendre de la godasse pour réussir à amortir 3000 mètres carrés avec un pimpin toutes les 5 minutes qui rentre dans vos 3000 mètres carrés de godasse. Et donc ça, c'est un effondrement de la productivité et un effondrement du rendement de l'ensemble des sociétés. Et si vous voulez, c'est un effet économique qui est complètement occulté. C'est-à-dire qu'on vous a parlé confinement, on va parler, les hôteliers, ils sont à l'arrêt, c'est catastrophique. Bien sûr, c'est catastrophique. Mais même les hôteliers s'ils reprennent, même si les restaurateurs reprennent, et qu'on vous dit, voilà, vous aviez 15 tables, 15 couverts possibles simultanément. Maintenant, c'est plus 15, on va dire 20 couverts. C'est plus 20 couverts que vous pouvez faire. Comme il va falloir laisser vide une table sur 2, les 20 couverts, ils se transforment en 10. Mais pour 10 couverts, vous ouvrez même pas peut-être forcément votre magasin. Parce qu'à votre seuil de rentabilité dans votre restaurant, il n'est pas, quand vous avez 20 couverts, il n'est pas à 10 couverts. Votre seuil de rentabilité, elle est à 15 couverts. Et si vous pouvez pas faire minimum vos 15 couverts simultanément, mais vous ouvrez même pas parce que vous perdez de l'argent. Et qu'en réalité, la marge, vous les faites sur les 5 derniers couverts, on va y revenir. Alors, je vais me remettre en petit, parce que je voulais vous reprendre quelques idées qui étaient sur cette diapo. Donc, toutes les entreprises, c'était ce que je disais ici, et donc cette problème de productivité, c'est toutes les entreprises. Ensuite,
vous avez plus de coûts, d'accord? Donc plus de coûts, c'est quoi? C'est la distanciation sociale, les masques, le gel, les matériels, les EPI, ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle. Donc tout ce qui va permettre de protéger les gens. Donc tout ça, ça a des coûts. Et puis une pensée très émue aussi pour l'organisation d'un certain nombre de sociétés. Et je pense notamment aux open space. Vous savez, la grande mode, c'est aux open space, évidemment, dans les bureaux. On met des dizaines de gens sur le même truc, on met 2 ou 3 chefs dans des petits bocaux vitrés là au coin de l'open space, et puis évidemment il y a quatre grands chefs qui peuvent surveiller tout ce petit monde avec des petits chefs d'équipe, des contremaîtres appelés managers dans le langage novlangue du totalitarisme marchand, et donc ces managers fouettent au plus près dans l'open space, et puis les grands chefs eux sont dans leurs petits aquariums et dans leurs petits bocaux. C'est super ça, c'est très très bien, mais pour la distanciation sociale, pour les gestes barrières, c'est juste pas possible. Donc vous imaginez que même dans les sociétés de services, même dans le tertiaire, même dans ces sociétés qui ont cassé les murs, détruit les bureaux individuels, etc., pour mettre tout le monde regroupé, surveillé, contrôlé, et ben il va falloir réorganiser même l'espace, il va même falloir réorganiser les open space pour passer des open space, c'est-à-dire des espaces ouverts, aux closed space et aux espaces fermés. Je trouve ça assez rigolo parce que peut-être que certains parmi vous connaissent ce bouquin, l'open space m'a tué. Et effectivement, l'open space, c'est inhumain en réalité comme organisation du travail. Et donc, je dois avouer que à titre d'humanité, eh bien, je suis assez heureux de voir les difficultés des open space, voire même peut-être les open space disparaître grâce au Covid. C'est plutôt chouette et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on arrête de faire de la polémique 30 secondes et on repasse à la diapo suivante. Et je voulais vous parler des bénéfices des entreprises. Et je vous disais tout à l'heure, vous vous souvenez sans doute, je vous parlais tout à l'heure du restaurateur avec ses 20 couverts. Finalement, il ne peut plus en faire que 10 et il a un seuil de rentabilité à 15. Eh ben oui. Alors, quand on s'appelle Total et qu'on vend des litres d'essence, puis qu'on fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires, on va pouvoir absorber un certain nombre de choses parce qu'on a potentiellement des gros bénéfices, une grosse assise financière, donc on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Mais le gros de l'emploi, il se trouve pas chez Total. Le gros de l'emploi, il se trouve en France dans les TPE, PME, mais les TPE. Et les TPE, c'est entre 0 et 10 salariés. Et quand on regarde les chiffres des 0 à 10 salariés, ça donne ça. Regardez. Ça donne ça. Donc ça, c'est un article du Figaro et c'est les sources 2018. Et donc, sur un sondage, une étude faite sur 131 000 entreprises, donc 131 000 entreprises, ça commence à être un chiffre assez significatif, c'est un sacré échantillonnage statistique. Le bénéfice moyen, c'est 35 000 euros. Et c'est 28 900 si on exclut le secteur de la santé, c'est-à-dire les pharmacies. Et oui, 35 000 euros. 35 000 euros pour les TPE, les sociétés de moins de 10 personnes. On reprend. Si on retire les pharmacies, on est à moins de 30 000 euros, on est à 28 000 euros. On est à 28 000 euros. 28 000 euros, je peux vous dire que ça ne laisse pas beaucoup d'argent pour d'abord payer le patron qui souvent est payé sur ce bénéfice qui reste en fin d'exploitation. Et ça laisse surtout très peu de mou, 28 000 euros, pour absorber une baisse de productivité de l'ampleur de celle que nous sommes en train de vivre et qui est en train de déferler sur l'ensemble des PME. Et l'ensemble des PME, c'est tout, les petites boutiques, les petits commerces, les boulangeries, les boucheries avec votre boucher qui a 2 ouvriers et 2 garçons de boucher avec lui, ça fait et puis qu'il y a madame à la caisse, ça fait bosser 4 personnes. Eh bien, ces 4 personnes, en moyenne, le bénéfice, c'est 28 000 euros, quoi. Et le problème, c'est que si on ne peut faire rentrer que la moitié des clients qu'on faisait rentrer avant,
votre bénéfice de 28 000 euros, il est mort, capoute, HS, fini, condamné, détruit, bousillé, inexistant. Voilà, je crois avoir été à peu près clair. Aucune PME et TPE va pouvoir être rentable avec une baisse de la productivité telle que celle qu'imposent les mesures sanitaires et les gestes barrières qui sont imposés et qui permettent de lutter contre la propagation de l'épidémie. Alors, ça va être très compliqué dans le long terme. Et donc, la seule possibilité que vous ayez, c'est évidemment d'augmenter vos prix. Et donc, si votre boucher, il augmente pas le prix du kilo de viande qu'il vous vend, et donc, basiquement, si aujourd'hui, il vous vend la tranche de jambon à 1 euro, et qu'il vend 2 fois moins de tranches de jambon, s'il veut faire le même bénéfice à la fin de l'année, il va falloir que la tranche de jambon, il la vende 2 fois plus cher, puisqu'il en vend 2 fois moins, puisqu'il y a la queue devant son magasin, et que les clients, il peut pas les servir. Avant, ils étaient 3 à servir, mais ils peuvent pas servir à 3, parce que c'est pas possible d'avoir 4 clients en même temps dans la petite boutique, et de gérer les gestes barrières avec 3 clients en même temps. Donc là où on gagnait vraiment bien sa vie, où on pouvait payer son loyer, où on pouvait payer 4 salaires, quand on pouvait avoir 5 personnes en même temps dans la boutique, on peut plus se permettre d'avoir la même structure de charge, la même structure de personnel, et il va falloir tout simplement redimensionner l'ensemble de l'économie. Et ça va être extrêmement violent. On va redimensionner l'ensemble de l'économie pour s'adapter à cette baisse de productivité. Waouh, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire moins de loyers, ça veut dire moins d'employés. C'est ça que ça veut dire redimensionner son entreprise. Et ça va être d'une violence extrême. Et puis évidemment, augmenter la tarification. Et ça va être un mix de ces 3 éléments. Il va y avoir des loyers impayés chez les commerçants, ou des loyers qui vont fortement chuter si le propriétaire veut sauver son locataire. Il va y avoir un redimensionnement donc des loyers, il va y avoir un redimensionnement du nombre d'employés, et puis il va évidemment avoir un redimensionnement du prix, et les prix vont se redimensionner évidemment à la hausse. Donc à la baisse pour les loyers des employés, et à la hausse pour les prix qui vont être pratiqués. Regardez ici, vous vous souvenez de cette diapo que je vous remontre régulièrement sur les effets de la crise, MTR, M pour maîtrisable, temporaire, réversible. Alors, la question qui se pose maintenant, évidemment, c'est laquelle? C'est de savoir si ces mesures sanitaires, ces gestes barrières, c'est temporaire, ou si c'est durable. Est-ce que ça va être maîtrisable? Est-ce qu'on va pouvoir limiter les coûts? Ou est-ce qu'on va perdre la bataille du coût de la mesure sanitaire et de la barrière sanitaire? Et puis, évidemment, est-ce que ça va être réversible? Alors, maîtrisable, c'est ce que je vous dis ici, oui, mais avec des augmentations de prix, entre 10 et 20%. Donc les coûts vont augmenter. On va pouvoir maîtriser, mais ça va augmenter. Est-ce que c'est temporaire? Alors là, ça devient nettement plus compliqué parce que, vous allez voir, on en a au moins pour 12 mois, vraisemblablement, et il n'est pas dit qu'on ne puisse pas en avoir jusqu'à 5 ans. Et puis, est-ce que c'est réversible? Eh bien, c'est peut-être pas réversible, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le déconfinement, le fait que là, on soit plus confiné, c'est pas forcément la fin ce n'est pas la fin de l'épidémie, c'est pas forcément, ce n'est pas la fin de l'épidémie. C'est même peut-être le début d'une réaccélération de l'épidémie. A priori, les mêmes causes provoquant les mêmes effets, on peut raisonnablement penser que si tout le monde ressort avec un virus qui circule, il va à nouveau y avoir une grande augmentation du nombre de cas. Qu'est-ce qui a changé entre maintenant et il y a 2 mois? 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre, la montée en capacité de notre système hospitalier, son organisation. Donc on a pu organiser le système hospitalier et monter en puissance le système de soins intensifs, de réanimation. Qu'est-ce qu'on a pu faire également? On a pu faire arriver à peu près les masques et distribuer
commencer à bien distribuer, à bien diffuser les masques dans la population. Donc aujourd'hui, il y a essentiellement deux facteurs qui ont évolué. Le premier facteur, c'est notre capacité à soigner. Et pour le moment, non seulement le système hospitalier ne s'est pas effondré, mais en plus, il a plutôt bien tenu le choc. Et il a plutôt pu augmenter ses capacités. C'est une excellente nouvelle et c'était pas tout à fait acquis et c'était loin d'être gagné. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de masques. Et dans le cadre d'un virus aéroporté, c'est plutôt une bonne chose. Mais après, les mêmes causes provoquant les mêmes effets, ce qu'on ne sait pas, ça va être les effets de ces deux mesures sur la capacité à ralentir ou à faire disparaître l'épidémie. Voilà. Donc, on peut penser que ça risque de durer. Et ce que je vous dis là, l'OMS le dit. Et que dit l'OMS? Eh ben, l'OMS dit par la voix du docteur Ryan que ce coronavirus pourrait ne jamais disparaître. Et cet article du Parisien titre même les sombres prévisions de l'OMS. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en gros, ce virus pourrait même devenir endémique dans nos communautés. Ça veut dire que le choc peut être durable, très durable, et rien ne dit aujourd'hui et à ce stade que ce sera temporaire et maîtrisable. Et alors là, je peux vous dire, c'est pas du tout la même chose. Votre choc inflationniste, il a pas du tout la même tête si pendant 3 mois on paye tous 2 euros. Là, j'applique les gestes barrières en éternuant bien dans mes mains pour après mettre du virus partout. Et donc évidemment, comme vous le savez tous, on se lave les pouces comme ça et puis on éternue dans son coude. Mais voyez, j'ai pas encore tout à fait le réflexe. Mais en attendant, si on en revient à ce que disait l'OMS, l'OMS disait que globalement ça devenait endémique, globalement on en a au moins pour 4 à 5 ans, et puis ça veut dire, si on lit entre les lignes, que le vaccin c'est pas évident qu'on en trouve un, c'est d'autant moins évident qu'il n'y a jamais eu de vaccin pour les coronavirus de façon générale. Et je crois que les rhumes, ce sont des coronavirus, et que quand on éternue comme ça, eh bien, qu'on a un petit rhume, eh bien, il n'y a pas de vaccin contre les rhumes. C'est dommage, parce que ça serait chouette, un vaccin contre les rhumes, mais il n'y en a pas. C'est très compliqué, apparemment, de faire des vaccins contre les coronavirus avec des virus comme de l'ARN, etc. C'est loin d'être facile et simple, et nous sommes en 2020. Le SARS-CoV-1, le premier coronavirus de 2003 en Chine, il n'y a évidemment pas de vaccin. Donc, vous imaginez bien que si jamais ça dure 4 ans, ça dure 5 ans, vos effets de distanciation sociale et votre perte de productivité et les gestes barrières et les règles sanitaires pour limiter l'épidémie, c'est absolument un coût considérable et une baisse de productivité colossal, dont on ne se relèvera pas en réalité, tant qu'on ne pourra pas reprendre notre productivité normale. Or, une baisse de productivité sur 3 mois ou 6 mois, c'est une chose. Une baisse de productivité qui s'installe dans la durée, c'est terrible. En réalité, nous n'avons quasiment jamais vécu une période de baisse de productivité qui soit à la fois durable et importante en pourcentage. Et là, on a les deux critères, une baisse de productivité très forte et a priori qui va être durable. Donc c'est quelque chose, enfin ça s'annonce très 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 compliqué. Et ça s'annonce tellement compliqué que, regardez, le gouvernement le sait très bien. Et que dit le gouvernement? C'est Muriel Pénicaud. Pour l'emploi, le pire est à venir. Eh bien évidemment que le pire est à venir. De l'inflation qui monte de 10 à 20%, des taux qui restent bas, un chômage qui explose et reste endémique, des salaires qui ne progresseront pas, évidemment. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de chômage. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Qu'est-ce qui vous reste à faire? Eh bien, il faut vous préparer. Et vous préparer à quoi? Beaucoup de chômage et des prix en hausse. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moins mauvaise situation patrimoniale, c'est évidemment d'avoir le maximum de réserves de cash. Et comme le cash, on ne sait pas trop ce que ça peut devenir, souvenez-vous, si on remonte sur les diapositives précédentes et on regarde les causes différentes d'inflation,
N'oubliez jamais le choc de confiance dans la monnaie. Donc quand il y a beaucoup de cash, quand on a beaucoup de cash, mais que les banques centrales ont des taux très bas et qu'elles impriment beaucoup d'argent, il peut y avoir un choc de confiance sur la monnaie. Donc pour se préparer à ce choc de confiance sur la monnaie, on pourrait se dire, faut pas avoir de cash. Il faut pas avoir de cash, mais pourtant faut avoir du cash, faut avoir beaucoup d'épargne, faut épargner tout ce que vous pouvez épargner, parce que on risque, et puis ne consommez pas maintenant, si je peux me permettre. Le meilleur conseil. On a tous envie, après 2 mois, a priori, quand je sors un peu, qu'est-ce que je vois? Des gens qui font la queue devant les magasins. C'est bien, je juge pas, je suis pas là pour faire des leçons de morale, mais je vois des gens qui ont envie de sortir, qui ont envie d'acheter. Je vois des gens qui font la queue devant les drives au McDo. Je vois des gens qui ont envie de reprendre une vie normale, et pour beaucoup, une vie normale, c'est aussi synonyme de consommation. Et encore une fois, je ne juge absolument pas, mais parce que j'ai regardé l'économie, parce que je sais ce qui va arriver, la seule chose que je peux soumettre à la réflexion du plus grand nombre, c'est attention, consommer oui, mais peut-être pas tout de suite en fait. Peut-être qu'il vaut mieux mettre encore plus d'argent de côté là maintenant tant que vous le pouvez, parce que nous pourrions avoir des lendemains évidemment extrêmement compliqués et au niveau de l'emploi et au niveau du choc inflationniste et donc de l'augmentation des prix. Et donc, mieux vaut s'en prémunir en ayant, évidemment, renforcé son épargne. Et si vous avez beaucoup d'épargne, mais il faut assurer cette épargne avec un petit peu d'or, au cas où nous aurions un choc de confiance. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une stratégie qui est extrêmement simple, qui est extrêmement conservatrice. Là, je vous parle pas d'investissement, je vous parle pas de développement patrimonial. Je vous dis juste, si vous voulez vous protéger d'un choc inflationniste et d'un choc sur l'emploi, énormément de gens vont perdre de l'emploi. Dites-vous bien que si on perd 15 à 20% de productivité, on pourrait être amené à perdre 15 à 20% d'emploi. C'est-à-dire que quand tous les magasins vont redimensionner leurs équipes, toutes les PME vont redimensionner leur nombre de salariés pour s'adapter à cette perte de productivité. Pour vous dire les choses très clairement, avant j'avais 10 vendeuses parce que je faisais rentrer 100 clients, mais maintenant que je peux plus faire rentrer que 40 clients en même temps, j'ai plus besoin que de 2 vendeuses. Et ouais, pour maintenir le même niveau de productivité. Donc je vais être obligé de pas moi, mais les entreprises vont redimensionner leur fonctionnement, leurs équipes, leurs coûts et finalement la totalité de leur business. Et ce redimensionnement, il va être extrêmement violent. Comment on s'y prépare à titre personnel? On s'y prépare évidemment en gérant au mieux son employabilité, en se formant, etc. C'est des choses que je dis très souvent. Mais on s'y prépare surtout en n'entendant pas, en fermant ses oreilles aux sirènes de il faut consommer, il faut soutenir la consommation, etc. Non, c'est pas à vous de soutenir la consommation, c'est pas le problème. D'abord, la consommation, elle pollue, donc on n'est pas obligé de soutenir la consommation. Et soutenir la consommation, c'est pas forcément un acte citoyen en soi. Donc ça, on pourrait en discuter pendant des heures et en débattre. Pas une vérité, mais en tout cas, c'est pas forcément une valeur. Consommer, c'est pas forcément bien, quoi. Consommer, polluer, etc. C'est pas forcément bien. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que épargner, mettre de l'argent de côté, puis assurer éventuellement avec un peu d'or si vous en avez beaucoup, stocker en partie ce que vous consommez pour vous prémunir un petit peu si vous n'avez pas trop de sous, ce sont de bonnes idées. Ce sont des bonnes idées et je pense que le moment, là, maintenant, tout de suite, n'est pas du tout à la consommation débridée et effrénée pour se faire plaisir et rattraper. Je pense au contraire qu'il faut faire preuve d'une grande prudence parce que le contexte économique va être très compliqué et que le déconfinement n'est pas la fin de la crise, c'est le début du dégel, et ça va être notamment le début du dégel des licenciements et du redimensionnement de beaucoup d'entreprises pour s'adapter à cette perte de productivité. C'était ça que je voulais essayer de vous montrer. C'était ça que je voulais essayer de vous expliquer dans le JT, du jour. Et j'espère avoir réussi à vous donner des petites pistes de réflexion pour vous montrer que, attention, cette histoire de productivité, cette histoire d'augmentation des prix, ça doit être un immense point de vigilance pour chacun de nous dans l'actualité. Regardez, surveillez toutes les infos sur les augmentations de prix, sur les baisses de productivité. C'est un indicateur essentiel pour que vous puissiez anticiper ce qui arrive
Et puis évidemment, en l'anticipant, déjà être moins surpris et vous y adapter. Je vous remercie pour quoi? Pour le fait de soutenir ma chaîne, de me mettre un petit pouce ici bleu comme ça de Schtroumpf. Vous pouvez évidemment vous abonner gratuitement à la chaîne Inso TV. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d'information sur le site insolentiae.com ici. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Surveillez vraiment bien cette histoire de... ouais, je vais m'en mettre comme ça quand même. Voilà, pour vous dire au revoir. Surveillez vraiment bien cette histoire, encore une fois, d'augmentation des prix et de productivité. C'est un point clé. Mes chers amis, j'espère que vous avez en tout cas passé un excellent premier week-end de déconfinement. Profitez-en. Profitez-en tous parce qu'on ne sait pas à quelle sauce nous serons mangés dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et si même nous pourrons partir en vacances, quand bien même on nous dit que oui. Encore une fois, posez-vous la question de la pertinence de reprendre une consommation normale aujourd'hui versus de l'épargne et protégez-vous bien. Soyez prudents pour vous physiquement évidemment et pour vos proches. Prenez bien soin de vous et puis prenez bien soin également de votre porte-monnaie parce que les sous mis de côté aujourd'hui, peut-être qu'ils vous faciliteront beaucoup la vie demain. Et si ça peut en aider parmi vous, eh bien, ça sera super et ça sera une bonne nouvelle. Je vous dis à très bientôt les amis, je vous dis même à dimanche prochain pour un nouveau JT du grenier. Au revoir, à bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut les amis.